Bonsoir, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de Ça vous regarde ce soir. La méritocratie, l'ascenseur social sont-ils devenus des coquilles vides dans notre pays? Après la lutte contre le séparatisme, Emmanuel Macron s'engage sur le terrain de l'égalité des chances. Les concours d'accès aux grandes écoles de la fonction publique seront plus ouverts. Le mot de discrimination positive n'est pas prononcé, mais ça y ressemble beaucoup. Est-ce la solution pour casser l'entre-soi des élites à la française? Nous en débattons dans un instant. C'est la face cachée de la crise. L'explosion de la dette donne le vertige. Combien de temps la France peut-elle encore tenir? Peut-on annuler une partie de cette dette? Voie de sortie ou hérésie? On en débat dans un face-à-face dans la deuxième partie de cette émission. Et justement, les comptes publics, c'est sa marotte depuis des années. Notre grand témoin tire la sonnette d'alarme, quitte à jouer les oiseaux de mauvais augure, en comparant la France au Titanic. Agnès Verdier-Molinier est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. #CVR, n'hésitez pas. Place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir, Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous dirigez l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et je le disais, ça fait des années que vous alertez sur la dégradation des comptes de l'État. Souvent avec des livres au titre choc, En marche vers l'immobilisme, ça c'était 2018, On va dans le mur, 2015. Et vous revenez avec cette question aujourd'hui, la France peut-elle encore tenir longtemps, toujours d'ailleurs chez Albin Michel, avec quand même des solutions pour éviter la faillite, carrément la faillite, la banqueroute de notre pays. On va en parler tout à l'heure. Vous allez d'ailleurs débattre de cette dette Covid. Qui va payer cette facture colossale? Ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, mais on va commencer tout de suite avec l'actualité. Et pour une fois, elle ne concerne pas la crise sanitaire, mais celle qu'on avait presque oubliée, l'égalité des chances. Bonsoir Sacha Houlier. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes député de La République En Marche de la Vienne. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ENA. On va sûrement parler de l'ENA dans ce premier débat parce qu'il faut le savoir, au nom de l'Assemblée nationale, eh bien, des députés doivent siéger dans ce conseil d'administration. Vous débattez ce soir également avec Émilie Cariou qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle est députée du collectif Écologie, Démocratie et Solidarité, ainsi qu'avec Gaël Perdriau. Bonsoir Monsieur le maire, merci d'être à distance avec nous depuis votre belle ville de Saint-Étienne. Maire Les Républicains. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé, le président de la République, aujourd'hui? C'est Bruno Donnet qui va nous le dire. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam. C'est à vous tout de suite, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris ce soir. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de jeter un œil aujourd'hui aux chaînes info, mais elles étaient toutes totalement fascinées par le froid ressenti, comme si le ressenti avait ringardisé le froid tout court. Et si j'ai bien compris, la politique, c'est désormais comme la météo, car le président de la République a un problème avec son degré de gauche ressenti. Alors, il a filé dardard ce matin à Nantes, histoire de réchauffer un thème dont le degré de gauchitude ne fait absolument aucun débat, la promotion de l'égalité des chances. Quand on a une jeunesse qui commence à se dire, en fonction de l'endroit où elle habite, de la famille à laquelle elle appartient, du nom qu'elle porte, de sa couleur de peau, etc. Ceci n'est pas pour moi, alors on a un problème. Voilà, réchauffer ce bon vieux thème de l'égalité des chances, ça veut dire qu'il n'est pas nouveau. Non, c'est même une quasi-obsession chez Emmanuel Macron. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2017, le candidat Macron en avait fait une priorité à laquelle il avait même trouvé un petit nom. Moi j'ai un ennemi, je le dis souvent, c'est l'assignation à résidence. C'est les gens qui sont bloqués dans leur situation. Voilà, son ennemi à lui, c'était pas le monde de la finance, c'était l'assignation à résidence, un thème qu'il avait donc remis sur le tapis une fois élu. Regardez, c'était en février 2018. Une chose est insupportable dans la société, c'est l'assignation à résidence. C'est de dire, toi tu es né à un endroit, ou tu habites un endroit, et donc tu n'as pas les mêmes accès que les autres. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé, Emmanuel Macron ? Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé qu'il allait accorder 1000 places de plus dans les classes préparatoires aux grandes écoles de la fonction publique à des élèves issus des quartiers défavorisés, ouvrir les portes de l'ENA à 6 de ces jeunes gens, doubler le montant de leur bourse et créer une plateforme baptisée Stop Discrimination, à laquelle on souhaite évidemment davantage de succès qu'à Stop Covid. Et pourquoi alors il a choisi de s'exprimer maintenant ?
Alors ça, c'est la bonne question, la vraie question politique du jour, Myriam, et la réponse, eh bien, c'est à cause du climat. Car à moins de 15 mois de la présidentielle, l'ambiance est plutôt tiède chez ceux qu'on appelle les macronistes de gauche. Vous en avez invité 2 ce soir, Émilie Cariou, qui a carrément claqué la porte d'En Marche, et Sacha Houlié, qui, avant d'être marcheur, fut longtemps socialiste. L'une est fâchée, l'autre est inquiet, car ils estiment que la majorité penche trop à droite. Et pour cause, les seuls vrais politiques du gouvernement, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, sont issus des Républicains. Quant à la politique conduite depuis 2017, si l'on en croit la philosophe Myriam Revaud-Dallon, qui vient de publier un livre épatant intitulé « L'esprit du macronisme », elle serait une politique de la performance, perçue donc comme libérale. Alors Emmanuel Macron a fait ce choix parce qu'il est convaincu que le premier tour de la présidentielle se jouera à droite, c'est possible. Le hic, c'est que d'après Libération, Marine Le Pen se frotte les mains, convaincue qu'au second tour, cette fois, les électeurs de gauche pourraient s'abstenir massivement. Vous le voyez, Myriam, le thème du degré de gauche ressenti pourrait bien s'imposer comme un indicateur clé du baromètre politique au moment où l'on découvre que ne pas avoir froid aux yeux ne dispense pas d'avoir chaud aux fesses. Excellent billet ce soir, Bruno, et pardon d'en avoir avalé une petite partie. Alors, Sacha Houlié, on l'a bien compris, vous n'en faites pas mystère, vous avez poussé pour, au fond, ce coup de barre à gauche. Il manquait cruellement ? Je ne sais pas si c'est barre à gauche ou pas barre à gauche. Moi, vous savez, avant d'être un militant socialiste, je suis surtout le fondateur des Jeunes avec Macron, avant même que n'existe En Marche. Voilà. Donc, ce que vous avez vu sur l'égalité des chances, ou plus précisément sur l'assignation à résidence, c'est exactement ce qu'on a écrit dans le courrier avec Pierre Persson, qu'on signe avec une quinzaine de collègues, où on dit c'est pas l'adresse postale qui doit faire office de conseiller d'orientation, avec toute une série de propositions qui sont complémentaires à ce qui a été fait. On ne dit pas que ce qui a été fait était mal, sur le dédoublement des classes, sur les petits déjeuners gratuits ou à 1 euro dans les cantines, sur l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans. Mais on dit donc il y a qu'il faut déjà faire plus encore et un plus début vite. de bilan, mais ça ne suffit pas. Mais c'est exactement ce qu'on dit, et que, à savoir, sur les crèches et leur nombre de places, sur l'école et sur l'accélération de la réforme de l'éducation prioritaire, sur l'accès aux grandes écoles et la mixité sociale, sur la prolongation de la loi SRU, qui est la loi sur le logement social, ou encore sur les aides qui sont celles notamment de la prime d'activité, l'accessibilité aux jeunes, ou la réforme des bourses, c'est dans les cartons. Donc Alors pourquoi on ne le fait pas ? On n'a même pas besoin de voter de loi. Mais vous êtes dans cette majorité, donc vous savez pourquoi on ne le fait pas. Mais on le fait. Vous avez entendu le billet de Bruno, il y a des arrière-pensées électorales ? Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait des arrière-pensées électorales, mais on a de quoi faire, on nous demande des idées, on a plein de choses qui sont aujourd'hui arrêtées ou en stand-by, faisons-les. Pour l'instant, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas de grand discours. On a eu les Mureaux sur le séparatisme. Pour l'instant, là, c'était une série d'annonces. On ne sait pas ce qu'il va dire demain. Il y avait une partie d'un discours sur l'égalité des chances. Oui, mais qui n'était pas dans le texte. Et c'est tout l'enjeu de ces mesures. Bonsoir, Émilie Cariou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée du collectif EDS, c'est plus un groupe parlementaire, Écologie, Démocratie, Solidarité. Et vous avez quitté ce groupe de la majorité des marcheurs. Il l'a délaissé, ce combat-là, l'assignation à résidence. Le président de la République, c'était son mantra pendant la campagne. En tous les cas, nous, si on a quitté le groupe et le parti aussi En Marche, c'est parce qu'on a considéré que justement cette promesse d'accession, de progrès social accessible à tout le monde n'était pas du tout tenue. Donc oui, je pense qu'il l'a négligé sur toute la première partie du quinquennat. On a eu des mesures pour lutter contre les inégalités de destin avec le dédoublement des CP, CE1. C'était très bien, mais c'est loin de suffire. C'est loin de suffire. Les mesures que vient d'égrener Sacha Houlié, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Allons-y. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on a une annonce en nous disant qu'on va ouvrir l'ENA à 6 personnes issues de la diversité, je trouve franchement que ce n'est pas en mettant une brochette d'énarques issus de la diversité qu'on va améliorer les conditions de vie de plusieurs millions de Français. Alors, ce n'est pas forcément des énarques au sens, ça renvoie à un certain imaginaire de la technocratie, c'est des jeunes talents. On va y venir dans le détail. Pour vous, ça arrive trop tard, ces annonces, ou pas ? Ça arrive beaucoup trop tard, surtout que je vous rappelle qu'on a quand même eu un énorme mouvement social qui s'appelait les Gilets jaunes, que cette année, on va atteindre 10 millions de pauvres en France, et que ce n'est pas uniquement en traitant l'accès à l'élite, c'est bien, c'est très bien de faire l'accès du social. à l'élite, mais bien évidemment, il faut améliorer les conditions de vie des millions de Français. Et le principal problème en France, à mon sens, c'est l'absence totale de progression salariale.
Et ça, il va falloir à un moment donné qu'on en parle. Quoi, un coup de pouce au SMIC? Je suis désolée, mais le salaire médian aujourd'hui est à 1 700 €. Nous, au sein des Nouveaux Démocrates, le parti qu'on a fondé avec Aurélien Taché, nous demandons un Grenelle des accords de branche pour qu'on s'inscrive réellement dans des perspectives de carrière et que chacun puisse avoir accès non seulement à un logement digne, à un métier dans lequel il puisse s'épanouir et dans lequel il ait une progression salariale. Alors on voit bien que vous attendez une politique sociale de beaucoup plus grande ampleur, qui d'ailleurs trouve un certain écho dans cette crise sanitaire. Je viens vers vous parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, mais je vais me tourner d'abord vers le maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau, Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière en difficulté. La méritocratie, l'ascenseur social, l'égalité des chances pour les jeunes de Saint-Étienne, ça a du sens encore ou pas? Vous savez, au-delà de Saint-Étienne, qui est une ville qui compte plus de 26 000 étudiants, des grandes écoles, mais aussi des centres de formation des apprentis, la question que vous posez de l'égalité des chances, elle se pose évidemment comme partout en France. Mais je crois qu'Emmanuel Macron l'a abordé vraiment par le petit bout de la lorgnette. Ce n'est pas parce que vous allez ouvrir 6 places à la diversité, à l'ENA, que vous allez moderniser notre système social. Parce que la réalité, le problème, c'est pas tellement qui rentre à l'ENA, c'est comment ils en sortent. Et ils en sortent tous dans le même moule. Alors, parce qu'on a besoin malheureusement, Gaël Perdriau, on ne vous entend pas très bien. On va essayer d'arranger un tout petit peu la liaison sonore avec ce Skype. Agnès Verdier-Monnier, c'est audible, au fond, de parler de cette question de l'égalité des chances en pleine crise sanitaire. Est-ce que c'est utile, selon vous? Écoutez, moi, les annonces d'aujourd'hui, elles me gênent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une promesse après les Gilets jaunes, c'était la suppression de l'ENA. Je pense que c'était une promesse valable, qui était aussi le résultat du grand débat. Et là, on dirait que on mélange deux sujets pour permettre de ne pas supprimer l'ENA. Alors, c'est vraiment... La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, dit qu'en fait, l'ENA n'est pas supprimée, mais ça n'y ressemblera plus du tout. Oui, elle n'est pas présente. Déjà plus, vous savez, ça fait des années qu'on nous dit qu'on va réformer la haute fonction publique dans notre pays. Et il ne se passe rien. Vous avez dit que j'avais écrit quelques livres. J'ai eu l'occasion de me pencher sur cette question plusieurs fois. Madame Lebranchu, Madame Girardin avaient essayé de faire passer des réformes en leur temps, sous d'autres quinquennats. À chaque fois, ça a été supprimé. À chaque fois, ça a été l'impossibilité de revoir le classement de sortie, de faire une séparation entre emploi à vie et ENA. Parce que là aussi, il y a une question. On pourrait très bien garder l'ENA en école de cadre administratif, comme ça existe d'ailleurs au Canada. Vous vous souvenez, Alain Juppé était allé enseigner dans une école similaire à l'ENA. Ça s'appelle l'ENAP là-bas. Et ça ne s'est pas traduit dans les faits. Et là-bas, vous avez une formation, mais vous n'avez pas un emploi à vie. Et quoi que vous fassiez, entre public, privé, les allers-retours, etc. C'est l'inamovibilité de la haute fonction publique que vous critiquez. La garantie à vie d'un emploi, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire, hop, je vais quelques années dans le privé, tiens, je reviens dans le public. Donc, vous êtes complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent les Français. Donc, je pose aussi une question. On a énormément de cadres dans notre fonction publique. On a beaucoup de préfets dont on ne sait que faire. Mais oui, c'est la réalité. On ne leur trouve pas de poste. On a beaucoup de diplomates aussi. Faudrait venir rencontrer nos préfets ou nos sous-préfets sous les territoires. Hein, oui, mais il y a beaucoup de préfets. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces préfets pour nommer un sous-préfet à Montmorillon ou à Loudun, qui n'ont pas de poste. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à vie, donc on les garde quand même. Et ça, c'est un sujet que beaucoup de Français... On supprime des postes de la fonction publique et dans la haute fonction publique ? Pourquoi rajouter ? Émilie Cariou a dit il y a 6 de plus par rapport à 40 élèves. Alors, vous allez tous sur l'ENA, 6 étudiants, 6 admis de plus au concours. On élargit le nombre d'admissions au concours, mais directement pour des voies talents, hein, c'est spécifique. Pourquoi rajouter des élèves en plus qui vont créer de nouveaux agents, alors que ce même président de la République, il s'est engagé en 2017, moi je m'en souviens, à une suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Il y a plein de sujets. Il y a l'ENA, il y a l'entre-soi de la haute fonction publique et il y a le mammouth, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets, de la fonction publique. On va regarder un petit sujet pour essayer de radiographer un petit peu la composition sociale de nos élites dans la haute fonction publique. Et ensuite, on revient sur l'ENA avec vous deux. Dans un instant, c'est un sujet signé Rahabika. Quelles sont les chances pour un enfant d'ouvrier ou de quartier défavorisé de devenir magistrat, conseiller d'État ou directeur d'hôpital ?
Eh bien, elles sont infimes et les chiffres sont édifiants. À l'ENA, sur les 82 élèves de la promotion 2019-2020, un seul a un père ouvrier. Et depuis 1947, la Haute École d'administration n'a compté dans ses rangs que 5,5 enfants d'ouvriers. Plus généralement, 11% des étudiants de l'enseignement supérieur sont des enfants de classe populaire, mais ce chiffre n'atteint que 6% pour les classes préparatoires. Selon ce chercheur, cette forte reproduction sociale des élites est spécifique au système français. En France, la spécificité française des élites administratives, c'est d'être très fortement connecté à ces grandes écoles et à quelques grandes écoles et à ce système de classe préparatoire très central. Il y a moins d'enfants d'ouvriers, du coup il y a moins d'enfants d'immigrés récents, on pourrait dire, puisque la plupart des immigrés récents en France appartiennent aux catégories populaires, c'est-à-dire aux catégories d'employés et d'ouvriers. Certains ont pourtant tenté de relancer l'ascenseur social. Dès 2001, Sciences Po décide de bousculer le monde fermé des grandes écoles. Elle crée un concours spécifique réservé aux lycéens des zones d'éducation prioritaire. Les voilà, ces jeunes. Leur père est chômeur, ouvrier ou employé. Et leurs profs ont décidé de les coacher. Objectif, rentrer à Sciences Po par la porte réservée aux plus défavorisés. Pourtant, 20 ans plus tard, Sciences Po reste homogène. Aujourd'hui, la part d'enfants d'ouvriers et d'employés ne dépasse pas 10%. Je vais aller vers vous, Émilie Cariou, parce que je crois que vous avez passé un concours de la fonction publique, celui de Bercy, c'est ça, les impôts. J'étais inspecteur des impôts et ensuite j'ai passé les concours internes. Il est homogène, ce milieu? Il est beaucoup plus en tous les cas que l'ENA, ça c'est sûr. Moi je peux vous dire, j'ai été conseillère ministérielle pendant 5 ans et j'étais la seule, notamment à Bercy, quand j'étais à Bercy, à ne pas être issue ni de Polytechnique ni de l'ENA. C'est vous dire. Et au sein des personnes qui étaient présentes, la plupart se connaissaient depuis le lycée, voire le collège. Ouais. Donc il y avait une endogamie totale. Il y a un énorme problème pour vous. En fait, dans les élites aujourd'hui, dans les ministères, les gens ne sont même pas issus des facultés de province. Alors que, bien évidemment, qu'on a autant de talents issus des universités de province que des universités de Paris. Donc, il y a un gros problème de reproduction des élites. Alors, moi, je suis contente que Emmanuel Macron le découvre, mais Bourdieu, il a écrit là-dessus il y a déjà 40 ans. La reproduction. Et avant lui, il y a eu d'autres penseurs qui l'ont théorisé, qu'on ne va pas évoquer ce soir. En tous les cas, la reproduction des élites, elle existe. Alors, sur l'ENA spécifiquement, alors on y va, sur l'ENA. Si ça ne règle pas du tout le problème des injustices sociales en France, de régler le problème de l'ENA. Il faut quand même en être conscient. Et croire qu'on va régler le problème des injustices sociales uniquement par l'ENA, c'est vraiment voir par le petit bout de la lorgnette, comme le disait notre interlocuteur tout à l'heure. Gaëlle Perdriau, qu'on va retrouver bientôt. N'empêche que voilà, c'est les annonces de ce soir. Qu'est-ce que vous pensez? Au sein des Nouveaux Démocrates, ce qu'on propose, c'est que ça devienne une école en cours de carrière. Moi, je ne suis pas opposée non plus à ce qu'il y ait une école pour former la haute fonction publique, mais je pense qu'il serait sain que des personnes, avant d'accéder à ces postes à très haute responsabilité, aient déjà une expérience professionnelle avant, dans un corps de l'État ou dans le privé. C'est-à-dire avoir 5 à 7 ans d'expérience professionnelle avant de faire une école qui nous permette d'avoir accès à des postes de très haute responsabilité. Je pense que ce serait déjà très sain parce qu'on aurait des gens qui ont connu la vraie vie, qui ont géré du personnel, qui ont eu à gérer des services, des problématiques en tout genre, avant de débarquer comme ça à 25 ans pour diriger des gens dont ils ne connaissent absolument pas le métier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut au fond prendre, recruter non pas simplement des élèves qui sortent du concours, mais des gens qui viennent de la vie professionnelle pour plus de mixité, plus d'expérience. Juste pour les mettre en perspective, ces annonces, elles s'inscrivent après celles qui ont eu lieu sur la politique de la ville. Alors souvent, c'est des crédits supplémentaires ou des acronymes. Et elles sont déjà budgétées. C'est 3,3 milliards pour des crédits sur de la rénovation urbaine, sur des questions de moyens supplémentaires en termes de police, en termes d'éducation, en termes de cité éducative. Bref, sur l'ENA, c'était ce qui a été annoncé. Sur l'ENA, la réforme est en cours. Et ça vient juste avant aussi des annonces qui vont avoir lieu sur la plateforme antidiscrimination. C'est demain, ça. D'accord. Ça, c'est demain. L'ENA. On se concentre maintenant sur les grandes écoles. D'abord, il y a l'accès aux grandes écoles. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'interroger sur qui sont les hauts fonctionnaires. Il y a l'accès aux grandes écoles. Et ce que tu décris, Émilie, sur les grandes écoles, c'est aussi valable pour les facultés de province. Dire, moi, quand je suis arrivé à la faculté de droit de Poitiers, on m'a bien fait sentir avec quelques-uns que j'avais pas ma place là, parce que mon père est un ouvrier. Donc, ça se voit partout. Donc, ce qu'on va faire sur les grandes écoles, ce qui doit concerner d'abord l'accès aux grandes écoles. Quand on regarde dans le détail, on a l'impression, vous ouvrez 1000 places supplémentaires. Je rappelle les annonces, Bruno les a données. En classe préparatoire. Oui, préparatoire talent. Sauf qu'il y a déjà aussi l'orientation dès le collège qui est réformée aussi. J'imagine. Mais pour 6 places supplémentaires au concours de l'ENA seulement, et quelques places supplémentaires avec cette voie spécifique talent issue des milieux défavorisés. Que l'ENA aujourd'hui, c'est très peu finalement. La formation qui est celle de l'ENA aujourd'hui, c'est 80 élèves qui sortent par an. Voilà.
Si ça peut donner une idée, c'est à peu près 8% des élèves. Mais on a qui sont l'impression issus de la qu'en fait, vous diversité. tournez autour de la discrimination positive et que vous n'osez pas y aller franchement. C'est pas de la discrimination positive au sens où on n'oblige pas à prendre des élèves. Par contre, il y a des concours. Pourquoi pas franchement? Je ne comprends pas. Parce que dans ce cas-là, vous avez ce qu'on a reproché au départ à Sciences Po, où il y avait ceux qui arrivaient des classes de ZEP qui avaient écrit ZEP en gros sur le front. Et ça, ma collègue Laetitia Avia pourrait vous en parler mieux que moi, parce que c'est ce qu'elle a vécu. Ça marche pas, Sciences Po? Elle a vécu. Vous avez montré dans votre reportage que ça marche pas tellement. Agnès Verdier-Molinier, sur la question de la composition sociale de ces grandes écoles, de la haute fonction publique, quand on regarde l'ENA, 70% des élèves ont un père intellectuel. Voilà, au sens large. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune forme de diversité. On est forcément dans un moule. Je n'ose parler de critères un peu ethniques. On a souvent un grand-parent, un parent né en France, etc. Non mais c'est pas cette réforme-là qui va changer quelque chose à la donne. Et puis on va former des personnes pour faire quoi ? Pour continuer à endetter la France, à ne pas faire les réformes qu'il faut. Moi, je me suis penchée sur la question. Mais cette question-là de la composition sociale, on va parler ensuite de la dette. Savez, elle existe ou pas? Elle a un sens. Le sujet, c'est vous rentrez à l'ENA, pourquoi faire? Que vous soyez enfant d'artisans, d'ouvriers, d'agriculteurs ou d'intellectuels, le sujet est le même. C'est pourquoi faire? Là, on est dans de la communication. Quel est le but, en fait? Est-ce que c'est juste dire qu'on va mettre des personnes dans un moule et qui vont refaire la même chose que ce qu'ont fait avant eux les générations d'énarques précédentes? Vous considérez que le système même de la haute fonction publique a trouvé ses limites? Mais complètement, mais tout le monde le sait. Mais de tout bord, tout le monde essaie toujours, et c'est ça qui est très intéressant, tous les gouvernements essaient de prendre ce sujet et finalement sont repoussés par le lobby de la haute fonction publique qui ne veut pas de réforme. Alors par quoi on le remplace? Parce que concrètement, il faut bien gérer l'État, administrer l'État. Il avait annoncé la suppression. C'était en avril 2019. Donc on a tous entendu. Donc maintenant, on nous propose quoi? Une sorte de réforme pis-aller, alors qui n'a rien à voir avec ce dont on a besoin pour la France, parce que ce sont des serviteurs de l'État, ou alors des serviteurs des territoires, ou alors des serviteurs des hôpitaux, ou alors qui vont... Juste pour comprendre votre point, si vous considérez qu'en gros, la haute fonction publique n'est plus assez efficace, on la remplace par quoi? Par des chefs d'entreprise? Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Émilie Cariou, parce qu'elle a dit il faut des personnes qui ont déjà une expérience. Ça, c'est bien. Avant d'aller diriger les autres, déjà avoir mis un peu les mains dans le cambouis. Mais pas forcément des fonctionnaires. Mais du privé, du public. Moi, je m'attache plus je m'attache plus à la question de la mixité de parcours, d'expérience. Et d'ailleurs, ils sont en train aussi de tourner autour du pot, là, à l'ENA, parce qu'ils ne veulent pas un classement de sortie sur l'académique, mais sur, finalement, ce qu'on a appris de pratique au niveau du terrain. Avec des stages, voilà, davantage. Avoir une expérience avant, quand on va diriger une administration, que ce soit dans le privé ou dans le public, avoir cette mixité public-privé. Moi, je trouve qu'il y a un énorme problème de ce côté-là, c'est que la haute fonction publique va très régulièrement travailler dans le privé, mais les gens du privé ne sont quasiment jamais nommés à la tête d'administration. Sacha Ollier. Donc là, il y a la mixité qu'il nous faut, elle est là. Elle est dans le privé. La culture du privé dans le public. C'est pas normal d'avoir une seule personne qui est pas originaire de l'ENA ou de Polytechnique dans un cabinet ministériel. Ça, je suis bien d'accord avec vous et je vais vous donner plusieurs exemples. D'abord, et pourtant, vous faites exactement la même chose. Non, parce que si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir entendre ce que j'ai à vous dire. Mais sur cette question, d'abord, les premiers conseils d'administration de l'ENA auxquels j'ai assisté, c'était au moment des manifestations Gilets jaunes. Et je peux vous dire que avec le discours que j'ai porté, j'ai un peu détonné dans l'école. Oui, mais bon, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? D'abord, le nombre d'élèves qui sont au tour extérieur et donc qui sont des élèves qui n'étaient pas donc qui sont en formation continue et non pas en formation initiale, a progressé. Ensuite, l'affectation des élèves, il est allé d'abord dans les administrations déconcentrées, donc on en a vu beaucoup plus dans les sous-préfectures ou dans les services de l'État déconcentrés pour qu'ils voient ce que c'est que le terrain, que dans les administrations centrales. Et puis enfin, même dans les nominations qu'on a faites, et qui ont eu lieu, d'ailleurs elles ont suffisamment détonné, que ce soit à la tête de l'École nationale de la magistrature en nommant une avocate, que ce soit à la tête de Canopé, le réseau Canopé qui fait tous les cahiers pédagogiques pour les enfants, eh bien ça a été quelqu'un qui vient du privé, de la start-up DigiSchool, qui a été nommé, et c'est des exemples qui fonctionnent. C'est minoritaire, c'est insuffisant, mais c'est aujourd'hui une réforme qui existe, et qui existe aussi par la pratique, davantage que par des lois, ou par certains effets d'annonce. Et ça, aujourd'hui, c'est à l'œuvre. Et c'est à l'œuvre, y compris, trop lentement, pas suffisamment, mais c'est en l'œuvre aussi. Je vais vous dire un truc, bizarrement.
dans tous les pays qui nous entourent, notamment dans le nord de l'Europe. Ils ont réussi à faire les réformes avec des sociodémocrates. Et ils n'ont pas d'énarques, et ils ont mieux réussi que nous à faire les réformes. Magnifique Donc, transition, Agnès Verdier-Molinier. Il y a un vrai problème dans notre pays. Il n'est pas évidemment lié qu'à l'ENA, ce serait trop facile et ce serait trop ridicule de dire ça. Mais néanmoins, pourquoi nous qui avons cette école si géniale, on est si incapables de réduire la dette, de baisser les impôts, de baisser la dépense? Les impôts, ils ont largement baissé sous ce quinquennat. Alors, on est toujours autour de 46% de taux de s'il vous plaît, on va essayer de rester concentré sur notre sujet. Je sens que vous avez envie de débattre, mais vous avez évoqué nos voisins européens. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre à l'étranger? Bonsoir Richard Verly, correspondant parisien du quotidien suisse Le Temps et chroniqueur bien aimé dans cette émission. Racontez-nous un peu ce qui se passe à l'étranger. Comment sont fabriquées les élites en Europe et outre-Atlantique? Alors, ce qui est formidable, Myriam, c'est quand on regarde la France de l'étranger, on est stupéfait parce qu'on en revient toujours à la même question. C'est celle de la fracture sociale. Vous vous souvenez de Jacques Chirac en 1995, ou bien de l'ascenseur social qui ne fonctionne pas, ou bien de l'égalité des chances, de l'égalité d'accès, et maintenant de la discrimination. Or, si l'on regarde autour de la France, il faut bien constater que ce n'est quand même pas si évident que ça. Et il y a deux problèmes qui sont différents, on l'a dit, c'est le problème social lui-même et c'est le problème de la formation des élites. Alors, c'est à celui-ci que je me suis intéressé. Regardons par exemple ce qui se passe aux États-Unis. À Harvard, il y a une politique extrêmement ferme de discrimination positive. L'université américaine, elle a même défavorisé, c'est-à-dire déclassé des étudiants asiatiques parce qu'ils occupent trop les premières places, qui lui a valu d'ailleurs d'être traîné en justice. Mais en réalité, à chaque fois, le problème de consanguinité, de formation de l'élite, on le retrouve, y compris en Allemagne, la fameuse Allemagne où on parle de l'apprentissage. Vous savez, ces grandes entreprises qui sont dirigées par d'anciens apprentis. Eh bien, quand vous regardez la fonction publique allemande, en réalité, c'est un recrutement assez uniforme qui vient certes des universités, mais d'une filière en particulier qui est celle des juristes. Autre problème allemand, chaque ministère recrute son administration. C'est un pays qui vit en silo et avec une très très forte prédominance des influences politiques, des chrétiens démocrates ou des sociodémocrates. En gros, en Allemagne, l'égalité existe, mais il vaut mieux avoir de solides appuis. Regardons aussi le Royaume-Uni. Vous avez remarqué dans le gouvernement de Boris Johnson plusieurs ministres issus de l'immigration, indienne ou pakistanaise. Mais quand on regarde d'où viennent ces gens, souvent, ils viennent de très bonnes familles de ces pays. Ouais. Donc, on voit bien que l'égalité des chances, c'est quelque chose qui ne se fabrique pas comme ça. Donc, d'un mot, vous nous dites ce soir que la France ne fait pas si mal. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'en gros, il y a en France un problème particulier. Ce n'est pas tant celui de la formation des élites, il est réel. C'est celui de la prédominance de certaines élites sur la vie publique. Et c'est ce qu'on vient de dire. Et ça, c'est tout à fait unique. Il n'y a pas d'autre pays où un énarque peut être chef d'entreprise. Ça n'existe pas. Il y a une distinction dans les autres pays entre la haute fonction publique et la direction, par exemple, du tissu économique. Enfin, une autre différence, c'est que dans d'autres voisins de la France, il y a la question de l'alternance. L'alternance favorise l'égalité des chances. Vous vous souvenez d'une promesse d'Emmanuel Macron ? Il avait dit qu'il faudrait changer les directeurs d'administration centrale. Eh bien, il ne l'a pas fait. Non. Or, l'égalité des chances, ce n'est pas seulement au départ qu'on la mesure, c'est aussi à l'arrivée. Merci beaucoup. Merci Richard-Émile Cariou. Je vous voyais opiner du chef. Il faudrait aussi systématiquement revoir le haut des directeurs d'administration. Voilà, on a un sujet très franco-français sur la formation des élites. Mais moi, c'est quand même ce que je voudrais souligner avant qu'on finisse, c'est qu'avant d'arriver à l'ENA, il y a autre chose. Il y a la manière dont on se forme, l'école, le collège, le lycée. Et là, il faut vraiment mettre le paquet. Ce qui a été fait sur le CPCE1, c'est très bien. Mais bien évidemment qu'il faut beaucoup plus de soutien au niveau du collège. Je suis désolée, mais aujourd'hui, nos élèves au collège, ils sont laissés à eux-mêmes. Hein, et donc, les faiblesses ne sont pas compensées par des cours de soutien. Merci de nous ramener sur le terrain de l'égalité des chances au sens large dans toute et la là, République. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'il se passe sur les étudiants, où finalement, Madame Vidal nous dit les étudiants qui n'ont pas les moyens de vivre, là, on va leur proposer la garantie jeune, c'est-à-dire qu'elle assimile les étudiants qui n'ont pas les moyens de faire leurs études à des décrocheurs scolaires, ce qui n'a vraiment rien à voir du tout. Je trouve que c'est lamentable. Aujourd'hui, promouvoir l'égalité des chances, c'est faire en sorte que tous les étudiants puissent faire leurs études avec un toit sur la tête et en mangeant à leur faim. Et ça, c'est quand même les besoins fondamentaux qu'on doit d'abord réunir pour pouvoir promouvoir l'égalité. Et d'ailleurs, on revoit... Vous savez, moi, je viens d'un département où il n'y a pas d'études supérieures. Les débats sur le revenu universel. Donc, les élèves sont obligés de partir du département pour faire des études. Ça coûte très cher aux parents. Avec le niveau de revenu qu'aujourd'hui les Français ont, quand on doit payer des études à ses enfants, c'est très compliqué. Et cette réalité-là, elle est vraiment niée aujourd'hui par le gouvernement. On va rejoindre, pour terminer ce débat, Gaëlle Perdriau,
j'espère que la Légion est un peu meilleure. Quand vous entendez Émilie Cariou, au fond, dire la vraie égalité des chances, c'est maintenant, dans la crise sanitaire, accompagner un maximum, notamment l'école, les élèves, une véritable politique sociale. C'est ce que vous attendez aussi. Vous avez fait une tribune dans Le Monde récente qui alertait sur le risque de fragmentation de la société française. Oui, je veux dire, je pense que la véritable égalité des chances, c'est l'emploi. Et Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le seul, n'a pas pris en compte la mutation de notre société qui est passée d'une société industrielle à une société du numérique dans un temps record où une certaine partie de la population a du mal à suivre ce rythme, ressent ce sentiment terrible de l'inutilité. On l'a entendu pendant les manifestations des Gilets jaunes. Vous savez, la mutation industrielle, elle s'est étalée sur 2 siècles. Donc on a eu le temps d'adapter les formations, d'adapter les métiers. Or aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, eh bien tout ça s'accélère de manière exceptionnelle. Et vous avez toute une frange de la population, effectivement, qui se retrouve dans une société qui est bloquée. C'est pas nouveau. Le sociologue Michel Cozy. C'est ça le vrai débat, au fond. Cette question de la haute fonction publique est secondaire. Je crois que cette égalité des chances, c'est pas à l'ENA que ça va se faire, parce que encore une fois, ce qui compte, c'est les produits qui en sortent, c'est pas ceux qui en rentrent. Mais au contraire, dans nos écoles, pour donner la chance à tous nos enfants, n'importe où sur le territoire, de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions, peut-être mettre la fin aussi au collège unique, où tout le monde rentre dans le même moule, valoriser les métiers professionnels, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui des métiers qui soient en tension. Il faut valoriser ces métiers manuels, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, et puis de l'autre, des millions de chômeurs. Merci beaucoup, bien compris, Monsieur le maire, Gaël Perdriau. Pour terminer ce débat, on a l'impression franchement qu'au fond, ce mot d'égalité des chances, en l'attaquant par la haute fonction publique, la question des concours d'entrée aux grandes écoles, vous ratez quelque part l'objectif. Non, enfin, c'est parce qu'on ne peut pas prendre isolément cette question. Parce que cette question, elle doit être nécessairement corrélée aux annonces qui ont eu lieu sur la politique de la ville, à celles qui vont venir sur les discriminations, à celles qui doivent être menées sur les bourses étudiantes, à celles qui doivent être conduites sur l'école et sur la réforme de l'éducation prioritaire, et donc du coup des réseaux d'éducation prioritaire, soit dans les écoles, soit dans les collèges. Et parce que finalement, il y a ce qui est fait par le gouvernement. Mais vous ne croyez pas qu'un seul grand discours qui viendrait unifier l'ensemble de ces annonces, qui dans la crise sanitaire n'ont pas forcément été entendues par les Français, est nécessaire à un moment social. Si la question est d'unifier le plan qui est annoncé par mesure et par différentes... Oui, ça oui. Ouais, ça manque. Ça oui. Et donc, ça avait été entrepris dans le discours des Mureaux, ça nécessite d'être fini. Vous êtes d'accord aussi pour terminer ce débat, puis ensuite on va passer à la question de la dette. Ça vient très tardivement. Donc là, on est dans une crise sanitaire, économique et sociale. Donc il est urgent maintenant de traiter le problème social. Ça, c'est sûr. Donc si le président veut le traiter d'une manière globale, évidemment que tout le monde l'accueillera plutôt bien. Il est urgent de le traiter, mais après la crise, parce que vous reconnaissez que là, il est quand même des traité annonces, avec parce les que mesures derrière, d'aide. je suis désolée, et ça va moins vous plaire, c'est-à-dire que quand on a dédoublé les classes de CP-CE1, on a gardé les mêmes effectifs de professeurs. Donc faire des annonces à budget constant, à un moment donné, c'est compliqué. Et le budget constant, ça n'a pas été le cas pour les aides aux entreprises, justement, où là, on déverse quand même des milliards et voire des dizaines de milliards. Donc, il faudrait aussi, à un moment donné, par exemple sur le sanitaire, on est dans une crise sanitaire, il faut recruter du monde, notamment des aides-soignants, des infirmières. Il y a aussi de la bonne dette, parfois, sur du service public. Merci pour cette transition. Merci beaucoup. Vous restez évidemment avec moi, Agnès Verdier-Molinier. On va d'abord faire un détour par ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à l'Assemblée. C'est le débat qui monte. On la croyait enterrée. La revoilà qui fait surface. La proportionnelle promise par Emmanuel Macron pendant la campagne. Eh bien, elle pourrait avoir encore un avenir. Foi de François Bayrou, qui se démène pour l'imposer coûte que coûte au président de la République. Alors, quels sont les scénarios possibles? Bonsoir Thomas Desbré. C'est à vous de nous l'expliquer dans Ma journée à l'Assemblée. Oui, bonsoir Myriam. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Depuis près de 20 ans, tout le monde parle de la proportionnelle, mais personne n'a réussi à la mettre en place. Et cette fois-ci, certains pensent qu'ils vont y arriver. Je vous raconte.
Alors à l'origine, la proportionnelle, c'est une promesse d'Emmanuel Macron faite à François Bayrou lors de la dernière campagne présidentielle. Elle devait être mise en place lors de la réforme constitutionnelle, sauf que l'affaire Benalla est passée par là et la réforme constitutionnelle a volé en éclats. Et François Bayrou ne l'a pas oublié, cette proportionnelle. Et aujourd'hui, il compte bien la remettre sur la table. On a besoin de changer le mode de gouvernement de la France. L'hégémonie d'un seul parti, ça marche pas. Et on voit bien qu'on n'a pas pu faire passer les réformes. Alors depuis quelques jours, le MoDem est passé à l'offensive. Interview, tribune, François Bayrou a même écrit directement à Emmanuel Macron. Et ici, à l'Assemblée nationale, le patron du groupe MoDem, Patrick Mignola, a même déposé une proposition de loi. Pourquoi vous pensez que c'est le bon moment ? C'est précisément parce que dans une période de crise sanitaire, quand il faut prendre des décisions difficiles, on se dit que ceux qui les prennent doivent être représentatifs du pays. Et c'est ça la proportionnelle. Mais quand on regarde la proposition que vous avez déposée, regardez ce que ça donnerait, on voit bien que finalement le changement il n'est pas massif. Vous savez, moi j'ai déposé une proposition de loi par précaution. Et donc c'est surtout un outil qui peut permettre d'ouvrir le débat, de le poser et de discuter. Et ce sera l'honneur du travail parlementaire de définir quelle est la bonne organisation, la bonne méthode de proportionnelle. Dans l'opinion, les Français sont plutôt pour la proportionnelle. Selon un sondage IFOP, il serait même 73% à en être favorable. Et dans la classe politique, du côté des pour, il y a le Rassemblement National, Europe Écologie Les Verts, l'UDI et la France Insoumise. Et dans le camp des contre, il y a les Républicains et le Parti Socialiste. Et pour la République En Marche, c'est un peu compliqué. C'est pas le moment parce qu'on a vraiment d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre l'expression. Pour autant, ça fait partie quand même des choses sur lesquelles on s'était engagé pendant la campagne et que nous avions commencé d'ailleurs à attaquer, sauf que le Sénat s'était opposé et c'est pour ça que c'est resté un peu dans une impasse. Donc on se pose la question, je crois que c'est important, mais chaque chose en son temps. C'est évident qu'aujourd'hui on a un Parlement particulièrement déformant on va dire, par rapport à la réalité électorale, on le voit bien, une surreprésentation de certaines forces politiques, une sous-estimation d'autres. Et c'est pas bon parce que c'est autant d'éléments, c'est pas le seul, mais autant d'éléments qui, à mon avis, participent à l'abstention parce que beaucoup de gens pensent que leurs idées n'étant pas représentées, le système, ils ne s'y reconnaissent plus dedans. Il est important que les concitoyens puissent choisir directement leurs députés. C'est la garantie de son indépendance, c'est la garantie de ma liberté de vote ici. J'en rends compte devant mes électeurs. Voilà Myriam, vous savez tout. Une chose est sûre, le dossier est maintenant sur le bureau du président de la République et il ne lui reste plus que quelques semaines pour donner son avis. Merci beaucoup Thomas. On parle à présent de votre livre, Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes une libérale, ultra-libérale, disent vos détracteurs. Mais une chose est sûre, vos combats ne varient pas. Réforme de l'État, lutte contre les déficits. On voit ça tout de suite. La France peut-elle tenir encore longtemps, vous demandez-vous dans votre dernier livre chez Albin Michel, et non, répondez-vous très très clairement. Il ne peut pas y avoir de temps à perdre, il faut agir très très vite. Alors, au fond, les Français vous connaissent assez bien, parce qu'ils vous voient très régulièrement sur les plateaux de télévision. On a eu envie de demander aux députés de la représentation nationale comment ils vous voyaient. C'est un sujet d'Elsa Mondagava, vous réagissez juste après. Ok. Des chiffres qui claquent et des formules choc. On a emprunté en 2020, c'est ce que je dis dans mon livre, 1 milliard par jour. 1 milliard d'euros par jour. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est ? On ne se rend pas compte. 700 000 euros par minute. On ne peut pas continuer avec le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il ne peut pas continuer indéfiniment. Il n'y a pas d'argent magique. Il ne faut pas raser gratis, il n'y a pas d'argent magique. Le titre de votre livre, La France peut-elle tenir encore longtemps ? Réponse des députés. La France peut-elle tenir encore longtemps ? Si elle peut continuer à s'endetter sans limite, ça peut tenir. Mais dans la vie, un jour ou l'autre, l'heure de vérité arrive. Si le quoi qu'il en coûte s'arrête, l'économie s'effondre. La doctrine est claire, c'est quoi qu'il en coûte, mais que tout est mis en œuvre pour sortir rapidement de cette crise sanitaire. Et que pensent les parlementaires de vos solutions ? Agnès Verdier-Molinier a raison, parce que si on veut rééquilibrer nos comptes, on ne peut pas le faire en augmentant les impôts. On est en overdose fiscale. Donc on ne peut le faire qu'en maîtrisant nos dépenses. Oui, mais ça, c'est tous ceux qui veulent nous faire un chantage à la dette et nous persuader qu'en réalité, il va falloir toujours baisser les dépenses publiques, supprimer les fonctionnaires, faire des réformes structurelles qui sont toujours le recul des conquis sociaux. La thèse qui sont présentées par Agnès Verdier-Molinier, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire il faut supprimer des fonctionnaires, il faut alléger les contraintes sur les entreprises. Moi, je crois qu'on a permis à nos entreprises d'être dans un cadre business-friendly depuis le début du mandat. D'accord ou pas d'accord, en tout cas, Agnès Verdier-Molinier, vous ne laissez pas indifférent. Elle est une des rares
a rappelé cette nécessité de la bonne gestion, de la bonne administration de la collectivité publique. Et je pense que, puisqu'elle est une des rares à le faire, il faut l'écouter d'autant plus. Mais il ne faut surtout pas la prendre pour une économiste amenant des données objectives, etc. Voilà, c'est une adversaire politique. Voilà, c'est une adversaire politique, dit l'insoumis Éric Coquerel. Vous le prenez comment? Est-ce que vous faites un peu de la politique à travers vos différents messages, vos ouvrages? Moi, je suis dans un engagement de la société civile. La société civile a le droit de s'intéresser à la dépense publique, à l'État, à la sécurité sociale, aux collectivités locales, et c'est même notre droit le plus strict puisque c'est notre bien commun. Donc, dire que c'est faire de la politique, je ne crois pas. C'est tout simplement vouloir regarder comment est utilisé l'argent des Français, comment est géré finalement notre pays, qui doit être à notre service. Donc oui, c'est vrai, parfois ça agace, mais je crois que c'est absolument nécessaire. Ce qui peut surprendre, c'est qu'au fond, ce discours qui ne varie pas, vous le tenez encore aujourd'hui. Alors vous dites peut-être encore plus aujourd'hui, sauf que c'est la crise sanitaire, et qu'effectivement, on a un peu changé de paradigme et qu'il a fallu soutenir notre économie. Elle est d'ailleurs aujourd'hui un peu sous perfusion des aides publiques. Vous vous êtes pas dit, au fond, c'est pas le moment. Je ne vais pas être audible sur cette question de la dette, qui était importante avant, mais qui forcément est plus grande après. Je vais attendre un peu. Au contraire. En fait, je ne me suis pas dit ça parce que énormément de ceux qui sont au plus proches de toutes ces questions, au sein même de notre appareil public, m'ont dit « vas-y, dis les choses parce que là, c'est en train de devenir totalement incontrôlable. Et beaucoup de ceux qui connaissent le sujet ne peuvent pas parler parce qu'ils sont justement astreints à une certaine discrétion, ils ne sont pas politiques eux-mêmes, mais en revanche, ils sont absolument effarés par l'ampleur que ça a pris avec ce quoi qu'il en coûte ces derniers mois. Et il ne faut pas croire que la France a fait des choses extraordinaires pour ses entreprises. Tous les pays qui ont arrêté l'économie en disant maintenant on arrête à cause de la crise sanitaire ont aidé leurs entreprises. Et c'est bien normal. La France a eu quand même un système d'aide particulièrement généreux. Attendez, et quand on compare avec notamment l'Allemagne ou d'autres pays, on se rend compte que nous, on met beaucoup plus d'argent sur le chômage partiel, donc sur l'arrêt du travail, alors que là-bas, ils vont mettre beaucoup plus d'argent sur la baisse des impôts des entreprises, la baisse des impôts des ménages, dans un souci toujours de faire redémarrer l'économie plus vite. Alors pour l'instant, on n'est même pas encore dans la relance, hein, on est dans la perfusion. J'ai une petite question, et puis ensuite, vous allez débattre longuement avec Léo Charles, que je salue, que je présenterai mieux tout à l'heure, qui est économiste. Vous avez vu le message de Christine Lagarde. Elle donnait une interview d'ailleurs dans le JDD. Il ne faudra pas serrer d'un coup les robinets. Au fond, est-ce que vous vous félicitez qu'on ait pu quand même actionner tous ces leviers de politique monétaire? La Banque Centrale Européenne qui rachète notre dette nous sauve en ce moment. Est-ce qu'il faut dire ouf, merci Christine Lagarde, merci au fond de pouvoir avoir cette politique pour ne pas s'écrouler? Mais on n'a pas le choix, en fait. Je l'explique dans mon livre. C'est la fuite en avant. On est obligé en mars, je l'explique dans la nuit, de décider tout d'un coup de rachat massif de dette. Sinon, on est dans une énorme crise de la dette. Notamment parce que la France n'a pas fait les réformes. Pas que la France, mais notamment. Mais là, c'est une crise sanitaire qui touche toute l'Europe. Oui, mais attendez. Regardez l'Allemagne, regardez les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la crise de 2008 ? Contrairement à nous, ils se sont désendettés. Ils ont baissé leurs dépenses. Ils n'auraient pas résisté, là, les Allemands, sans la BCE, comme nous. Alors, mais ça c'est vous qui le dites. Mais leur taux d'emprunt sur la dette allemande, ils n'étaient pas du tout en train d'augmenter. C'est nos taux qui étaient en train d'augmenter, les taux italiens, les taux espagnols, des pays surendettés. Mais les pays qui avaient déjà fait le boulot sur leur dette, rien ne changeait. Il n'y avait pas ce besoin d'intervenir massivement pour eux. Nous, on est les passagers clandestins du nord de l'Europe, où ils travaillent plus, où ils travaillent jusqu'à 65 ou 67 ans, avec des retraites donc beaucoup plus tardives, où ils n'ont pas les 35 heures, ils sont plutôt à 39 heures ou 40 heures, où finalement, ils ont une vision toujours dans la logique de créer de l'emploi. On parlait tout à l'heure d'égalité des chances, mais la meilleure égalité des chances, c'est d'arriver à créer des entreprises dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a détruit de l'emploi dans l'industrie massivement. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne produit plus les médicaments chez nous. Donc, il faut qu'on se réveille. Alors justement,
Pour parler de ce réveil et surtout de cette facture Covid, on va parler tout de suite de ces moyens de la rembourser. C'est notre face-à-face. Qui va payer cette dette Covid et surtout quand? On y va tout de suite. Bonsoir Léo Charles. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Rennes, membre du collectif Les économistes atterrés et co-auteur de ce livre, La dette publique, précis d'économie citoyenne. C'est aux éditions du Seuil. Je vais vous montrer un chiffre pour commencer ce face-à-face, celui de la dette. Alors peut-être vous allez le contester, 2674 milliards d'euros, soit 116,4% du produit intérieur brut, chiffre de l'INSEE. Évidemment, ce chiffre est colossal. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce chiffre ou est-ce qu'on nous ment sur le montant de la dette? Agnès Verdier-Molinier, et vous répondez. Ça, c'est la définition de la dette maastrichtienne, c'est-à-dire avec une définition européenne pour qu'on compare entre les différents pays. Après, si vous prenez les chiffres OCDE, vous aurez un pourcentage du PIB beaucoup plus élevé, de l'ordre de plus de 120% déjà avant la crise. Et puis, si vous comptez aussi la dette hors bilan, ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire les engagements de retraite, les engagements pour la Banque publique d'investissement, enfin, énormément d'engagements qui ne sont pas comptés, en fait, là où l'État... Elle s'élèverait à combien garantit, alors au total? Ça fait 4 000 milliards de plus. Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on compte dans la dette, hein. Donc, il y a eu énormément de rapports sur ce sujet. On ne va pas revenir sur la question. Mais il faut bien se dire que la dette hors bilan, elle a énormément augmenté ces dernières années et que ça aussi, ça fait peser un risque pour la France. Léo Charles, 2600 milliards. Oui, alors le chiffre, il est bon, hein, 116% du PIB. En revanche, moi, je critique un peu le discours un peu accusateur. Vous avez dit c'est colossal. Madame Verdier-Molinier nous dit c'est 700 000 euros par minute qu'on doit rembourser, etc. Bon, non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est 700 000 euros par minute qu'on emprunte. D'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc... c'est assez angoissant, la période elle est angoissante. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision un peu moins angoissante? La dette, on la rembourse jamais. D'accord? Il y a un principe qui fait que quand une dette arrive à échéance, on réemprunte pour rembourser la dette. Et donc il y a quelque chose qu'on rembourse, ce sont les ce sont les intérêts. Et donc quelque chose de beaucoup moins angoissant. La charge d'intérêt, la charge de la dette, ce qu'on paye vraiment chaque année, ça représente 1,5% du PIB. La Commission européenne a dit, en 2030, ce sera 0,7% du PIB qu'on va allouer au remboursement de la dette. Comme les taux d'intérêt sont très bas, au fond, emprunter ne nous coûte pas tant. C'est bien ça? Ça ne nous coûte pas cher et le remboursement réel, ces 2674 milliards, ils ne seront jamais remboursés. Donc arrêtons d'angoisser les gens avec ce discours et avec finalement ce drapeau qu'on agite comme ça pour justifier d'autres politiques. C'est ça qu'il y a derrière. Disons, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour la France à emprunter et à en rembourser. Alors c'est intéressant, vous êtes un économiste de gauche, ça n'a échappé à personne, mais il y en a un qui est d'accord avec vous. D'ailleurs, beaucoup d'économistes sont d'accord avec vous, mais celui-là, il est le patron des patrons. Geoffroy de Roux de Bézieux qui explique au fond qu'il, bien sûr, il faudra rembourser cette dette, mais ce n'est pas forcément l'urgence. Écoutez. La dette, ça peut s'étaler. Ça peut se mettre dans plusieurs compartiments en fonction de la nature et de l'origine. On peut avoir une dette Covid. Agnès Verdier-Molinier. Alors, on peut l'étaler sur les 50 ans à venir. Je vais répondre sur on rembourse jamais. Et on fait en fait rouler la dette. Mais attention, le problème, c'est que de plus en plus, tous les ans, on arrive dans des niveaux de refinancement de la dette qui deviennent très importants. Par exemple, en 2023, on va devoir refinancer 178 milliards de dettes qui arrivent à échéance. Ça veut dire qu'avant... Ça veut dire quoi, refinancer? Mais ça veut dire qu'en 2023, il y a 178 milliards de dettes qui ont déjà passé, par exemple, ça a été emprunté peut-être sur 10 ans. Eh bien, à ce moment-là, les 10 ans sont finis. Donc, on doit évidemment refinancer pour pouvoir retrouver l'équivalent. Donc, on doit réemprunter l'équivalent sur les marchés. Donc, ça veut dire qu'au début d'année 2023, vous allez vous retrouver avec 178 milliards à trouver sur les marchés, plus un éventuel déficit si on est en déficit. Et le problème de la France, c'est plus le déficit que le problème de la dette. Et ça, je l'explique très bien dans le livre. L'idée, c'est le déficit initial.
Non, mais l'idée, c'est de stabiliser la dette. C'est-à-dire que si tous les ans, vous rajoutez une centaine de milliards de déficit, comme on est en train de faire en ce moment, 178 milliards l'année dernière, cette année, en 2021, on sera à de l'ordre de plus de 160 milliards. En 2022, on sera encore dans des niveaux de déficit très importants. Ça veut dire que ce que vous avez annoncé, les 116%, etc., ça va vite devenir beaucoup plus. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est garder la confiance des marchés. Parce que ceux qui nous prêtent... Vous êtes d'accord que là, il y a la confiance. On n'a jamais emprunté à des taux aussi bas. Elle est liée à quoi? Elle est liée au rachat par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, vous avez cité Christine Lagarde tout à l'heure, qui dit, 1, l'annulation de la dette est inenvisageable. Donc tous ceux qui disent que l'annulation de la dette est possible, c'est complètement caduque. Et 2, elle dit aussi qu'on ne va pas tout de suite fermer les robinets, mais à un moment, on va le faire. Et en gros, ça se précise, c'est assez clair dans tous les discours européens. Dans l'année 2022, on va atterrir sur une politique monétaire qui sera beaucoup plus normalisée. D'ailleurs, c'est ce que demandent nos partenaires européens, parce qu'on n'est pas les seuls à décider. Vous savez, il y a des réunions de gouverneurs des banques centrales au niveau européen, au niveau de la BCE, qui décident aussi de la politique et qui vont dire à un moment, on est sorti de la crise. J'espère qu'en 2022, on aura la crise sanitaire assez derrière nous. Et là, ils vont dire, nous, les pays frugaux, on est déjà en train de rétablir l'équilibre de nos comptes. L'Allemagne a annoncé que pour 2022, ils avaient cet objectif de revenir justement à l'équilibre. Et là, ça va être une autre histoire. Oui, c'est très clair, mais je voudrais quand même que ce soit un face-à-face, s'il vous plaît. Léo Charles, sur la question dont on ne peut pas faire rouler la dette, comme vous l'avez dit déjà, ce point-là, qu'est-ce que vous répondez à Agnès Verdier-Molinier? Et ensuite, on ira sur la question de l'annulation. C'est pas on peut pas ou on peut... Enfin, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je répondrai à un point, c'est qu'aujourd'hui, les taux à 10 ans sont négatifs. Donc, on nous donne de l'argent pour emprunter. Donc, les 170 milliards, vous avez raison, il va falloir les réemprunter pour les rembourser. Mais ces 170 milliards qu'on va réemprunter en 2022 nous coûteront encore moins cher en remboursement de taux d'intérêt. Mais vous n'en savez rien. En 2023, vous ne savez pas comment seront les taux. La Commission européenne, qui est pas de notre avis d'habitude, dit taux moyen sur la dette française, 0,6%. Alors après, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire, et nous, c'est une proposition qu'on porte, il faut sortir cette dette du financement par les marchés financiers. Parce que vous dites, attention, il faut plaire aux marchés financiers, etc. Aujourd'hui, c'est la dette Covid que vous voulez sortir du financement des marchés financiers, ou c'est l'ensemble de la dette? Il faut trouver un autre moyen de financer notre dette publique. Aujourd'hui, c'est plus possible. En 2007-2008, je vous donnais un chiffre, la crise économique, les taux d'intérêt que le marché financier nous donnait, ça nous a coûté 29 points de dette. Mais qui pourrait financer cette dette? Alors, il y a des solutions. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que dans l'histoire, il y a eu d'autres moyens de se financer. Il n'y a rien de naturel du financement sur les marchés financiers. Il y a par exemple ce qu'on appelle le circuit du trésor. Donc, à l'époque, avant les années 70, avant qu'on décide politiquement d'imposer les marchés financiers dans le financement de notre dette, l'État se finançait auprès d'épargnants, auprès de banques. On obligeait les banques à détenir la dette publique à un taux d'intérêt défini. Personne n'était spolié, ça marchait bien. Et du coup, ça rassurait Madame Verdier-Molinier, puisque on ne serait plus soumis à cette remontée des taux et tout irait bien finalement. Il n'y aurait plus d'inquiétude sur notre dette publique. Il y a bien des taux d'intérêt si vous... devez rembourser des banques, c'est en fonction d'un taux, il va forcément... Bien sûr, mais vous pouvez très bien les proposer. Et notamment... Moi, j'aimerais revenir sur cette histoire du taux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui croient que finalement le taux, c'est la BCE qui décide entièrement du taux. Mais en réalité, non. On l'a bien vu en mars, tout d'un coup, il y avait des écarts de taux importants qui commençaient à devenir importants entre l'Allemagne, la France, l'Allemagne et l'Italie. C'est pour ça qu'ils ont agi très vite, parce que ça peut énormément diverger très rapidement en quelques heures. Et donc là, la question, c'est plus quel économiste est capable de dire à quel niveau seront les taux en 2023, en 2024, en 2025, aucun n'est capable de dire... vous êtes d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas lire dans les boules de cristal sur les taux. Si vous me laissez finir, aucun n'est capable de dire que les taux seront toujours négatifs. D'ailleurs, je note que beaucoup d'entre eux, qui disaient pendant 10 ans, on est sûr d'avoir des taux à zéro ou négatifs, sont en train de dire, oui, mais c'est peut-être pas exactement comme ça peut remonter quand même, il faut quand même faire attention. Alors justement, une des options... Donc, juste pour rebondir... dépêchez-vous parce qu'après on n'aura plus le temps. Que si on était à 4% de taux d'emprunt, on ne paierait pas une charge de la dette de 30 milliards, on paierait une charge de la dette de 80 milliards. Et 4%, c'est le taux auquel on était en 2007. Donc attention à ne pas dire des choses qui peuvent emmener aussi la France dans le mur, parce qu'on est incapable
dans 2 ou 3 ans, si on ne fait pas les réformes, de payer 80 milliards de charges de la dette. Moi, ce que je propose dans mon livre, c'est justement d'être moins dépendant des marchés, mais pas avec les solutions que vous proposez, mais simplement en faisant la réforme de notre pays, notamment en faisant la réforme des retraites, en baissant les dépenses. On est le pays qui dépense le plus au monde. On est le pays qui taxe le plus au monde. Si on a des problèmes de chômage, c'est aussi lié à ça. Alors, il y a une chose que je voudrais qu'on aborde, parce que je ne suis pas sûre que vous serez d'accord avec les solutions de réforme structurelle, les retraites, faire en sorte que la fonction publique soit un peu moins importante, et puis voilà, d'autres solutions de grandes réformes structurelles dans le pays dont on parle depuis des années. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on aborde, c'est la question de l'annulation d'une partie de la dette, celle qu'a contractée la France auprès de la Banque Centrale Européenne. Vous auriez pu signer cette tribune parue dans Le Monde. Vous avez une centaine d'économistes à l'invitation de Thomas Piketty qui explique que l'annulation des dettes publiques que la BCE détient constituerait un premier signal fort de la reconquête par l'Europe de son destin. Comment voulez-vous défendre cette position, sachant que nous sommes liés par les traités communautaires ? Alors c'est très intéressant, je vais peut-être vous étonner, mais parce que moi je ne suis pas favorable à l'annulation. Parce que dans un premier temps, proposer une annulation, ça veut dire qu'on considère qu'il y a un problème de dette. Or, moi je considère qu'il n'y a aucun problème de soutenabilité de la dette. La dette publique est nécessaire pour les investissements, c'est nécessaire pour la transition écologique, donc il n'y a pas de problème de la dette. Deuxième chose, c'est que si on annule, il faut se demander pourquoi. Pourquoi faire ? Si on annule pour repartir dans le monde d'avant, c'est-à-dire l'austérité, parce que Madame Verdier-Molinier nous parle des dépenses publiques, mais elle utilise souvent des périodes de temps qui l'arrangent beaucoup. En fait, les dépenses publiques de l'État ont baissé de 3,5 points de PIB depuis 1978. Ça, c'est la vérité, quand on prend la vraie période. Et vous parlez de l'État, mais la dépense publique totale... Et la dépense publique totale, depuis 2009, on était à 57%, on passe à 55%. Donc il y a une volonté de diminuer la dépense publique. Donc si c'est pour revenir sur l'austérité, que l'Europe nous dise « Ok, on annule, mais vous faites de l'austérité », moi, ça ne me plaît pas. Deuxième chose, si on annule pour financer par le marché, moi, ça ne me plaît pas. Je l'ai dit, en 2007-2008, 29 points de PIB supplémentaires à cause de la crise financière, à cause des taux d'intérêt. Et dernière chose, c'est que si on ne change pas le système, les crises économiques nous coûtent aussi. L'instabilité des marchés financiers, vous voulez absolument vous financer auprès des marchés financiers, les marchés financiers sont instables et ça nous a coûté 29 points de dette. Alors juste un chiffre pour être sûr, en 2012, on était à 90% de PIB. Si on enlève les effets des cadeaux fiscaux, si on enlève les effets de la crise économique et si on enlève les effets des taux d'intérêt excessifs, on aurait été qu'à 43% de dette. Donc, alors, il nous reste 2 minutes pour répondre. Sur la question de l'annulation, alors j'étais surprise parce que manifestement on m'a mal renseignée. Je croyais que vous étiez favorable. On entend beaucoup, pas simplement les insoumis, il y a toute une série d'économistes qui nous disent au fond, si on est tous d'accord à 27, on peut s'organiser pour que, comme un peu ça s'est passé en Argentine, on annule cette partie contractée à la Banque centrale, à condition d'être tous d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais en réalité, si la BCE annulait, c'est pas prévu par les traités, c'est même contraire aux traités. Mais si elle annulait, ça ferait un trou dans le bilan de la Banque de France qui appellerait l'État en disant il faut me recapitaliser. Et on appellerait qui ? On appellerait les Français pour payer plus d'impôts. La Banque de France peut fonctionner avec des fonds propres négatifs. Donc on n'est pas obligé d'appeler les Français. Attention à pas dire que cette dette disparaîtrait. Il n'y a pas de gomme pour effacer la dette qui a été contractée pour financer, notamment, non pas l'investissement, monsieur, mais le fonctionnement. Parce que moi, j'ai repris les chiffres depuis les années 90. Et on nous dit toujours, mais oui, mais c'est de la dette d'investissement. Mais alors, pas du tout. On a une énorme dette à porter qui est essentiellement de la dette de fonctionnement. 900 milliards de dettes de fonctionnement versus même pas 700 milliards de dettes d'investissement depuis les années 90. Donc là, il y a vraiment... Bien compris. Dernière question, Agnès Verdier-Molinier, sur l'austérité. Sur cette question-là, elle est très importante. Au fond, les Français, ils ont la mémoire de différentes crises. On a vu ce qui s'est passé en Grèce. Que vous proposez, au fond, cette potion amère ? C'est celle de l'austérité. Alors, on aura forcément quelques années de sacrifice si on réduit la fonction publique, la dépense publique. Vous savez ce que c'est l'austérité à la française ? Ce qu'on a fait après la crise de 2008, c'est augmenter et encore augmenter les impôts. Voilà ce qu'ont fait
le quinquennat de Nicolas Sarkozy en fin de quinquennat et le quinquennat de François Hollande en début de quinquennat. Ce gouvernement-là, de Jean Castex s'engage à ne pas le faire. On sait ce que ça a donné. Donc quand vous dites les Français s'en souviennent, moi je me souviens aussi, entre 2010 et 2013, la dépense publique a continué d'augmenter. Elle n'a pas baissé, contrairement à ce que dit monsieur. Moi, je parle depuis 1978. Vous prenez une période de crise. Attendez. Bien sûr que les dépenses publiques sur il faut conclure. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on a fait? On a explosé la pression fiscale sur les Français et sur les entreprises. Et pas sur tout le monde. Donc, si on veut faire différemment de la précédente crise, eh bien, c'est la dépense publique qu'il faut taxer, et pas les Français. Je crois qu'on a bien compris le message. La France peut-elle tenir encore longtemps? Oui, c'est possible, à condition de faire des réformes. Agnès Verdier-Molédier chez Albin Michel et les économistes atterrés. La dette publique, précis d'économie citoyenne au seuil. Merci beaucoup d'avoir accepté ce face-à-face. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Très belle soirée documentaire. À demain.